Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la négociation encore une fois, c'est le 5e épisode. Et là, on va parler vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des stratégies de négociation. Let's go! Il faut comprendre que lorsque vous allez rentrer dans une phase de négociation, il y a une préparation psychologique qui est à faire. C'est naturel en fait sans s'en rendre compte, utiliser ce qu'on appelle le mirroring. C'est-à-dire qu'on va finalement essayer d'être le miroir de la personne qu'on a en face de nous. On va imiter ses tics un petit peu. Alors attention, hein, si la personne elle se gratte l'oreille tout le temps comme ça, ne vous amusez pas à faire pas ça, sinon on va se croire que vous vous foutez de sa gueule, d'accord ? Ou si elle a un tic à l'œil, ne clignez pas des yeux tout le temps, sinon ça risque d'être mal vu. Mais par contre, si la personne croise ses jambes, vous aurez plutôt tendance à croiser ses jambes. Si elle croise ses bras ou qu'elle met ses mains d'une certaine manière, vous allez plutôt essayer de faire la même chose. Donc c'est à la fois valable sur l'aspect physique, sur la manière de vous comporter physiquement, de vous tenir droit, si vous êtes plutôt relâché, etc. Donc, tout ça c'est important. Et après également sur la partie vocale, c'est-à-dire que la manière dont vous allez parler. Quand vous avez une personne en face de vous qui parle très fort, par exemple, ou très vite, vous allez vous adapter, montrer que vous êtes pareil que cette personne. C'est-à-dire que si la personne parle très fort, vous allez avoir tendance à parler fort. Si la personne parle vite, vous allez parler vite. Si elle parle doucement, vous allez parler doucement. Autre chose que je fais, par exemple, moi, sans forcément m'en rendre compte, mais c'est que je prends généralement l'accent de la personne en face de moi. Alors, sans me foutre de sa gueule, c'est juste que quand je suis dans un environnement où il y a un accent, que ce soit du nord ou du sud, j'ai des petites intonations dans mon accent qui font que je m'adapte en fait aux personnes que je vais en voir en face. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais en tout cas, ça le fait et je pense que c'est un atout parce que les gens aiment bien souvent que ça soit des gens locaux qui achètent vos biens. Donc c'est important de s'y adapter et c'est même déjà toujours intéressant de dire que vous avez de la famille en local, etc. Ça monte en rapprochement au secteur. Parce que des fois les gens vont dire mais pourquoi vous venez acheter ici? Pensez au mirroring donc sur l'aspect physique, mais aussi dans le timbre de la voix que vous allez utiliser, la manière dont vous allez parler, les accents, etc. Ça c'est vraiment important, on n'y pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui est important. Des fois vous le faites naturellement, peut-être vous le faites déjà, dites-moi si vous le faites déjà sans forcément vous en rendre compte, mais sachez que c'est une vraie stratégie de négociation. Une question qu'on se pose des fois, c'est de se dire qui doit faire le premier pas. Qui est-ce qui doit faire l'offre en premier? Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas? Est-ce que c'est au vendeur? Théoriquement, ça serait mieux que ce soit le vendeur qui fasse un premier pas, mais c'est toujours compliqué de lui dire combien vous me proposez? Alors sachant que lui, il a déjà fait le premier pas, c'est-à-dire qu'il a mis la valeur, il a mis une valeur, il a proposé un prix pour son bien. Donc souvent, ça va être à vous de faire ce premier pas. Donc il n'y a pas de règle forcément par rapport à ça. Il faut juste être à l'aise avec le fait de pouvoir faire une offre, mais surtout, ce qui est extrêmement important, faites une offre que vous êtes prêt à accepter. Il y a trop de gens qui font des offres pour faire des offres, c'est-à-dire qu'ils vont dire tiens, je pense qu'il faut négocier, si je négocie 20%, ça doit être bien. Mais en fait, des fois, il y a des projets, même à 20% de moins, ils sont pas viables, ils sont pas rentables. Faites une offre que vous êtes prêt à accepter, c'est-à-dire que vous analysez bien les chiffres et vous dites ok, si on me le propose à ce prix-là, je le prends. Et ça paraît bête, ça paraît simple de dire ça, mais il y a plein de gens qui font des offres et quand on leur dit oui, ils disent ah ouais, mais non, en fait, non, mais ça m'intéressait pas tant que ça en réalité. Donc, faites une offre que vous êtes prêt à accepter. C'est pas forcément toujours le cas d'anticiper le fait qu'il va y avoir un jeu de ping-pong en permanence. Des fois, ça arrive que l'offre soit acceptée du premier coup. Faut pas, des fois, en fait, on veut pas descendre des seuils psychologiques. Par exemple, si le bien est à 230 et que vous proposez 199, vaut mieux proposer 200 000, d'accord, ou 201 000 parce que vous êtes au-dessus et donc ça reste dans les 200 000. Donc, restez en tout cas dans cette idée-là et faites une offre que vous êtes prêt à accepter. Quels arguments on peut utiliser pour faire baisser le prix? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire en tout cas, c'est déjà d'arriver avant, lors d'une visite par exemple, arriver en amont, pour pouvoir analyser le comportement. Moi, ça nous est arrivé par exemple d'arriver en avant sur une visite et de voir que l'agent immobilier était en train de nettoyer toutes les poubelles qu'il y avait devant parce que le locataire n'avait pas nettoyé et donc il était en train de prendre les poubelles et les mettre devant le bâtiment voisin. Pareil, on devait visiter 2 immeubles dans le Tarn et il s'avère qu'il y avait des dealers en gros devant l'appartement, enfin devant l'immeuble. Quand l'agent immobilier arrive, les gens sont partis, mais vous êtes arrivé avant, vous avez vu ces trucs-là. Donc c'est des petits arguments, petits, plus ou moins petits, mais des arguments qui vont vous dire il y a quelque chose à négocier. Ça peut être sur l'isolation, ça peut être sur les travaux en général, sur la qualité des locataires, sur le fait qu'il y a un locataire qui paye ou qui paye pas. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de mire et notamment sur le fait que le projet n'est pas viable tout simplement. Vous pouvez utiliser comme argument aussi que la banque peut vous prêter que tant, que vous aviez un budget de X. Par exemple, quand nous on a acheté notre maison avec Émilie, on a dit je crois qu'elle était affichée, je dis pas de bêtises, elle était affichée à 610 000 €, je crois.
Et nous, on avait fait une première offre, je crois, à 550 en disant, bah voilà, en gros, nous, on a d'autres maisons qu'on a vues qui sont à 550. Aujourd'hui, on sait qu'on peut trouver notre maison à ce prix-là. Donc soit vous vous alignez, soit c'est pas pour vous. Et là, en fait, vous n'êtes pas en train de remettre en question la valeur du bien, vous êtes juste en train de remettre en question le fait que vous n'avez pas le budget pour ce projet-là. Et du coup, en rejetant la faute sur le budget, ben écoutez, votre bien il est parfait, mais j'ai pas le budget. Donc ça c'est un point également qui peut être utilisé et qui est intéressant. L'autre point qu'on peut utiliser, c'est sur le fait d'être précis sur le montant de l'offre. Vous savez, des fois, on va dire 100 000 euros ou 110 000 euros. Moi, je vous conseille d'aller un peu plus loin dans cette précision. Et alors, je dirais pas d'aller au centime près, mais vous pouvez, par exemple, au lieu de dire 100 000, vous pouvez dire 102 320 ou 350. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez réfléchi, que vous avez fait un calcul précis pour déterminer une valeur d'achat qui sera votre dernière. Si le bien est à 190 000 euros et que vous proposez 150, on voit bien que c'est une première offre qui va être suivie par autre chose. Par contre, si vous proposez 152 350, là, je dis putain, le mec il a fait un calcul, il a réfléchi pour déterminer le montant exact qu'il est prêt à dépenser sur ce projet-là. Donc ça donne un côté plus sérieux et ça montre pas que c'est une première offre pour une discussion. Donc ça, c'est un élément qui peut être important. Autre point et dernier point qui est selon moi important, c'est que il n'y a pas que le prix qu'on peut négocier. Quand vous rentrez en négociation, quand le prix devient bloquant, il y a d'autres sujets qu'on peut discuter. Ça peut être sur des travaux à réaliser. Par exemple, nous, on s'est positionné sur un immeuble sur lequel on avait demandé que le vendeur, qui était un artisan, réalise les travaux de création d'un appartement, carrément. C'est-à-dire qu'on avait arrêté de négocier le prix et on avait même augmenté un peu notre prix en disant « Ok, mais comme vous êtes artisan, vous payez moins cher les travaux, donc vous faites cet appart. » Et ça avait été accepté. Et au final, vous faites un bon deal, eux, ils font un bon deal, tout le monde est content. Donc, il y a des travaux, ça veut dire par exemple, je sais pas, repeigner les parties communes avant la vente quand vous voyez que c'est bloqué, parce que c'est du temps passé pour les gens. Les gens, des fois, ne peuvent plus baisser en termes de prix, mais ils sont prêts à passer du temps, par exemple, sur le projet. Ça, c'est une possibilité. Vous avez également sur les conditions suspensives, notamment sur le délai d'obtention du crédit, sur la durée. Il y a plein de petits points qui peuvent être négociés dans votre offre d'achat, en réalité, qui ne sont pas forcément que des points ultra financiers. Mais je vous dis, les conditions, notamment de financement, en vous laissant plus de temps pour obtenir un financement, vous allez pouvoir des fois accepter des prix différents. Par exemple, sur notre dernier projet qu'on est en train d'acheter avec Émilie, on a fait une offre d'achat à choix multiples, chose qu'on ne fait pas trop d'habitude, à choix multiples sur lequel on a dit, écoutez, c'est ce prix-là, je vais vous donner des chiffres, si je ne dis pas de bêtises, c'était, je crois, c'est en gros 200 000, soit c'est 200 000 euros le montant d'achat et à ce moment-là, nous on met une condition suspensive sur l'obtention de prêt que sur les 200 000 euros, soit c'est 210 000 euros par exemple et on met une condition d'obtention de prêt sur la totalité du projet, c'est-à-dire 450 000 euros parce qu'il y a 250 000 euros de travaux. Donc des fois, la personne va accepter en fait de baisser son prix parce que vous avez des conditions de financement plus faibles. Par exemple, si vous faites sauter carrément vos conditions de financement et vous dites j'ai pas de conditions de financement, j'apporte cash tout le projet ou je peux en tout cas apporter cash tout le projet, à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'envisageable. Quand on a acheté les bureaux ici dans lesquels on a fait une offre d'achat sans conditions suspensives et ça a fait partie de la négociation. Malgré tout, on a quand même eu recours à un prêt. Mais ça nous a permis de négocier le prix, encore une fois, simplement parce qu'on avait enlevé ce truc-là en se disant « Ok, si j'enlève cette barrière-là, en fait, je suis prêt à accepter un prix parce que je sais que le mec va aller forcément au bout du projet. » Et moi, en tant que vendeur, aujourd'hui, je me positionne bien et j'ai bien l'idée de me dire si un mec arrive et me dit je peux payer cash et je ne mets pas de conditions suspensives, il est vrai que je serai prêt et je serai prêt potentiellement à baisser mon prix parce que je sais que c'est de plus en plus compliqué pour avoir un acheteur qui est sûr d'avoir son financement. Donc je vais être prêt des fois à faire un effort financier pour ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez vous d'autres techniques de négociation, d'autres éléments que vous utilisez, quels sont vos arguments, quels sont les arguments utilisés notamment pour faire baisser le prix. La liste était non exhaustive, le but c'était de vous donner des éléments de réponse et à vous dans les commentaires de rajouter des propositions et de partager vos meilleurs bons plans en tout cas pour la négociation du prix. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, nous proposons des formations sur les immeubles de rapport, sur la fiscalité qui sont éligibles à 100% via le CPF. Sur ce, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre plus gros pouce bleu, mettez toutes vos impressions dans les commentaires si vous voulez qu'on sorte de nouvelles vidéos sur la négociation. En attendant, à très bientôt. Ciao, ciao.